Voilà, donc on va pouvoir commencer. Je pense que tout le monde a trouvé une place pour s'asseoir. Alors je vous remercie d'être venus aussi nombreux. Hein. Avoir la salle pleine, c'est toujours très encourageant pour les membres du conseil d'administration qui s'efforcent de faire vivre la Société historique de Haute-Picardie. Puis c'est aussi encourageant pour notre conférencier. Hein, il m'a dit c'est la dernière conférence que je fais. Alors, pour l'année. C'est la deuxième qu'il nous fait depuis le début de l'année 2014. Alors je vais me laisser tranquille en 2015, mais en 2016, je reviendrai à la charte. D'ici là, j'espère qu'il me dira oui. Et donc, Claude nous parle pour la deuxième fois. Vous savez que pendant toute l'année 2014, on célèbre le 100e anniversaire de la Société historique de Haute-Picardie, qui a été créée en juin 1914. Alors, on a décidé chaque mois de faire une conférence pour revisiter un épisode de l'histoire de l'an. Alors on fait ça depuis le mois de janvier. Donc c'est la deuxième conférence de Claude. La semaine prochaine, le mois prochain, le 6 novembre, Guy Marival viendra nous présenter son livre qui vient de sortir sur la chanson de Craonne. C'est aussi un aspect de l'histoire locale. Et au mois de décembre, donc c'est le 17 décembre, Jean-Luc Baudot viendra nous parler des combats de Chambry en mai-juin 1940. Alors toutes les conférences de l'année 2014, les textes seront publiés dans le nouveau bulletin de la Société historique de Haute-Picardie. Donc vous aurez en 2015, donc en 2015 vous aurez de la chance, vous aurez les mémoires de la Fédération, plus un nouveau tome du bulletin de la Société historique de Haute-Picardie. Les mémoires, on vous les distribuera, les mémoires de 2014, on vous les distribuera au mois de décembre, donc pour la conférence de Jean-Luc Baudot, en même temps on fera l'Assemblée Générale. Et les mémoires de 2014 contiendront les actes du colloque qui s'est tenu la semaine dernière à Soissons, sur les civils de l'Aisne pendant toutes les guerres qui se sont déroulées dans le département, depuis la guerre de 100 ans jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc je laisse la parole à Claude donc pour pas pour sa dernière conférence, en tout cas c'est sûr. Ah, vous verrez bien. Bien, ben, je vous remercie d'être nombreux. J'ai intérêt à être bon, parce que pour ne pas décevoir de trop. Sur un sujet difficile, ardu, qu'on va essayer, ma foi, de rendre abordable. Construction de l'hôtel de ville, en effet. Vous voyez, 19e siècle, 1831, 1854, c'est sur le fronton de l'hôtel de ville. J'ai marqué difficile pour ne pas être très méchant, mais en fait, on pourrait dire une construction sous tension, véritablement. C'est ce qu'on va essayer de voir. Alors, construction de l'hôtel de ville, eh bien, la première chose, ça doit se voir, et comme dans la plupart des articles que je fais, j'essaie de présenter quand même ceux qui travaillent derrière, ceux qui sont à l'œuvre, si vous voulez, dans la construction de la ville, son aménagement ou autre chose, le conseil municipal. En général, on passe dessus, mais il y a des choses à dire, et surtout dans cette conférence, vous allez le voir. Alors, ce conseil municipal, pendant la période, j'ai 2 panneaux, je ne fais pas toute la période pour pas trop abreuver de noms quand même, que vous ne connaissez pas sans aucun doute. Eh bien, constatons quoi? Alors, nous sommes dans une période, on pourrait dire, de modernisation de la ville. Modernisation en particulier par les voies de communication, les transports. C'est le moment, 1856-57, où la gare se met en place. Donc c'est dans notre période, à 1 an, 2 ans près, bien sûr, 1830-1860, globalement. Avec les routes qui sont refaites, et qui sont même bâties, véritablement. C'est en particulier la descente du plateau vers Vaud, la rampe de Vaud, qui change complètement avec cette sinuosité de l'avenue Gambetta que vous connaissez. Avant, c'était la route par le Nain, le long du tram, globalement, ou du Poma maintenant. Vous voyez la différence de pente, entre autres. C'est en 1859, eh bien, c'est la rampe d'Ardon qui est réalisée. En particulier, en 1848, c'est la rampe vers Lanneville, à partir de la porte de Soissons, en particulier. Donc, pas mal de changements qui permettent l'accès au plateau, en particulier. C'est indispensable dans l'évolution du monde, et c'est bien une modernisation.
Bon, ça, c'est un aspect. Aussi, on construit à ce moment-là l'hippodrome, par exemple, 1844. Vous voyez, c'est bien un élément de modernisation. Hein. Bon, on peut multiplier. On a la restauration de la cathédrale, même si ce n'est pas tout à fait la ville qui le fait, mais elle l'amorce. Et après, heureusement, ce sont les monuments historiques qui s'en chargent. Hein. Donc, différents aspects. Dans ces aspects, eh bien, la construction de l'hôtel de ville. Alors, réalisé par qui? Bien, un conseil municipal. Conseil municipal à partir de 1831, ici, de 23 membres, élus au suffrage censitaire. Dans ces 23 membres, le gouvernement désigne, nomme, maire et les 2 adjoints, mais parmi les élus. Alors, 23, c'est pas beaucoup, ils ont à peu près 25 conseils municipaux dans l'année, plus de 2 fois plus que maintenant, hein. Et encore, on est sur une pente à la baisse, mais souvent c'est autour de 30 dans l'année. Pensez que vous en avez un tous les 15 jours, minimum, hein, comme activité, vous voyez. Et ces conseillers, non seulement ils participent gratuitement, bénévolement, largement, ils se donnent pour le conseil municipal, ils participent à des commissions qui se mettent en place à ce moment-là. Maintenant, on pense que c'est normal, pas du tout, hein, ça vient tout doucement. Et en 1833, il y a 12 commissions. 12 commissions de 5 ou de 6 conseillers municipaux. En particulier, il va y en avoir une qui se met en place pour la construction de la place de l'hôtel de ville et pour la construction de l'hôtel de ville. Eh bien, ils font un grand travail, un gros travail. Les archives le montrent largement, et moi, je veux les saluer. Parce qu'ils sont tout seuls. Il y a 2 administratifs. Hein. Il y a un secrétaire de mairie, puis c'est tout, quoi. Puis un aide, puis voilà. Pas grand monde derrière. Il y a un architecte qui va les aider, un architecte voyer, on appelle architecte de la ville, et c'est tout. Pas grand monde du tout. On n'a pas tous ces bureaux que l'on a maintenant, tout ce personnel. Pas vrai. Ces conseillers, dans leur commission, suivent les travaux. Et ils laissent des registres où ils critiquent, disent ce qu'ils pensent, etc. Quelle activité? C'est pour ça que je retire un peu ma référence, car c'est beaucoup d'activités bénévoles. Pour le bien public, c'est souvent ce qu'ils disent. Tellement actifs que pour les maires en particulier, bien c'est une période étonnante, surtout maintenant dans notre vie politique, personne ne veut être maire. Ah, personne. Le maire démissionne très vite. Premier ici, il y avait Le Carlier qui avait été nommé, il abandonne dans le changement, peu importe, municipal. Il y a le premier qui est nommé, un certain Oyon, au bout de 2 ans, il démissionne. Alors c'est l'adjoint qui prend sa place, malgré lui, dit-il, j'espère que vous m'aiderez, il dit conseil municipaux. Vous voyez, un certain Parango, qu'on va voir, il reste 2 ans, on va le trouver, il en a assez, il démissionne. Alors c'est un autre adjoint qui vient, Tillois, 35-37, heureusement, il y a eu des élections et on nomme quelqu'un. Le gouvernement nomme Le Carlier, le fils, Ernest Le Carlier, très jeune d'ailleurs, du fils de Le Carlier d'Arton, c'est la grande famille des Le Carlier à Laon. Bon, ben, il reste 3 ans, il démissionne à son tour, hein, 1840, c'est fini, et puis, bon, vous trouverez ça à l'occasion dans le livre, hein, sur l'article, je l'ai présenté, 1837-47, vous voyez, Le Carlier, après c'est un certain, alors c'est Parango qui revient, il reste un petit peu, il laisse la place à Gannot, un autre qu'on va trouver, et il reste un petit peu, et puis, quand même, on nomme un certain Dolé. Eugène Dolé, bon, il reste là quelques années, il décède en 46, bon, mais Parango revient encore, voilà, 47-48. Bon, le pire, ce n'est pas là-dessus, je l'ai fait dans un article sur la construction de la route entre la Porte Saint-Martin et la Neuville. Le maire qui est élu au suffrage universel, un certain Simon Cocu, en 1848. Il est élu maire, il reste 1 an et demi, et puis après, bon, il est malade. Hein. Alors, on ne le voit plus, et puis il revient, mais il revient comme conseiller municipal. Il est maire normalement, il est élu maire, mais il ne se remet pas maire, il laisse les autres être maire. Voilà. On n'en veut pas jusqu'en 1852. Après, ça va aller. Enfin, ça va être régulier, mais pendant, bizarrement, 25-30 ans, on n'en veut pas. Ça montre que la charge est lourde. Et la construction de l'hôtel de ville le montre très bien. Une forte responsabilité, beaucoup de travail et des difficultés. Alors, je vous ai présenté un peu ce conseil municipal. Qu'est-ce qu'il y a à faire? En effet,
Construction d'un hôtel de ville, avec la place qui est devant, que vous avez maintenant, hein, eh bien, à partir, bien sûr, d'un ancien hôtel de ville. Il y en avait un. Où se trouvait-il? À l'emplacement actuel de l'hôtel de ville, donc ce n'est pas difficile à cerner pour nous. Sur ce plan, en effet, du moment, voilà, hôtel de ville marqué, à la place de l'ancien palais royal de Laon. Ancien palais royal, donc tout ce quadrilatère, trapèze, si vous voulez, globalement. Alors, cet ancien palais royal a été construit, je passe, voilà, un dessin a été fait en 1900, tenter de le redessiner à peu près pour s'en rendre compte. Sur ce palais royal, il a été construit à partir de 1143 par Louis VII, le roi Louis VII, qui est comte de Laon, qui est le seigneur de la ville, véritable. Et il l'a construit à la suite de la révolte de 1112 des Lannois, qui a incendié une partie de la ville, et en particulier l'abbaye Notre-Dame et Saint-Jean, là où il y avait le palais de la reine, le palais régional, donc du roi par la même occasion. La ville est une ville de révolte, cela a brûlé, donc le roi décide de reconstruire un palais, et puis à l'extérieur de la ville, pour surveiller la ville plus tranquille, quoi, si vous voulez. Voilà, globalement, cette construction, elle se termine vers 1180, cette construction, par la construction d'une chapelle, donc que je vais situer. D'ailleurs, la voici, la chapelle, elle est à cet endroit-là, elle est consacrée exactement en 1179. Et elle est à 2 étages qui rappellent un peu au palais épiscopal les 2 chapelles superposées. C'est un peu la même idée. Il y a une chapelle à la Vierge et une chapelle à Thomas Becket au-dessus. 2 oratoires, si vous voulez. Et donc une construction 12e siècle globalement, avec, en terminaison, en ensemble final, voilà, sur cela, et ici, la grosse tour, ou pas tour Louis d'Outre-mer, j'ai beau le dire, mais de toute façon, du moment que c'est comme un papier qui est plié, quand vous essayez de le repasser à nouveau pour qu'il retienne le pli, c'est plus possible. De Vim et autres ont commis des erreurs, ils ont dit que c'était Louis d'Outre-mer, c'est resté depuis, alors que Louis d'Outre-mer n'a rien à voir là-dedans. C'est la tour Philippe-Auguste, d'accord? On est d'accord, ça reste surtout pour vos enfants, petits-enfants, dites-leur quand même que c'est pas de Louis d'Outre-mer. La tour d'Outre-mer n'est pas là. C'est la tour Philippe-Auguste, donjon, énorme, 30 mètres de haut, 17 mètres de diamètre, avec des murs de 4,5 mètres d'épaisseur, et un fossé tout autour de quand même 7 mètres de profondeur et 10 mètres de large. Vraiment le donjon en tant que tel. Voilà donc cet ensemble, on va retrouver bien sûr, et puis, pour finir ce quadrilatère, en somme, eh bien, des maisons, voilà, tout un ensemble de constructions. Alors, ce palais royal est au départ un palais militaire, on peut dire. Il y a une petite garnison royale qui est là, avec un châtelain qui la commande pour surveiller la ville. Mais avec le Moyen-Âge, ça s'estompe. Le roi ne s'inquiète plus trop de Laon avec les siècles. Au début, oui, mais après... Bon. Et sous l'Ancien Régime, eh bien, ce palais prend une autre fonction. En somme, il devient, entre autres, eh bien, il abrite, si vous voulez, des tribunaux. Il abrite des tribunaux, les tribunaux de bailliage, donc à partir de 1600, on va dire, globalement, et jusqu'à 1789, puisque Laon est le siège du présidial de bailliage du Vermandois. Voilà ici la carte de ce présidial de bailliage de Vermandois, siège de Laon. Donc on rayonne sur, au point de vue judiciaire, de ce point de vue, sur la moitié nord de l'Aisne globalement. Ce sera là, ça sera la circonscription des États généraux pour Laon, globalement. Voilà donc un élément, une fonction, et puis également, eh bien, une autre fonction, c'est d'être le siège de l'élection de Laon. L'élection de Laon, ça c'est dans un aspect fiscal cette fois-ci. La généralité, vous voyez, très découpée, très morcelée, avec une partie à l'extérieur, ça c'est l'Ancien Régime, il ne faut pas s'étonner, ça n'a pas du tout la rationalité d'actuel. Donc tout ça c'est la généralité de Soissons, créée par Henri IV, 1595, et dedans, vous avez une circonscription qui ressemble un peu à la circonscription de députés actuellement, celui de Laon, globalement, avec le siège de Laon, c'est l'élection de Laon,
qui a pour fonction, les élus de l'élection, en fonction de prélever les impôts directs, comme la taille par exemple. Voilà pour vous situer, donc, il y a une administration qui est dans ce palais à partir, globalement, de cette période de 1600, si on veut, jusqu'à la Révolution. Un événement se produit quand même. 1751, Louis XV donne à son cousin, le duc d'Orléans, Laon en apanage, c'est-à-dire en propriété, si vous voulez. Laon tombe dans l'apanage du duc d'Orléans, 1751, et donc le palais royal devient propriété du duc d'Orléans. Voilà à peu près la situation. Deux problèmes se posent au début du XIXe siècle qui nous concernent. Un problème de propriété, déjà. En effet, c'était au duc d'Orléans, mais la Révolution arrive. Et le 21 décembre 1790, l'Assemblée constituante décide l'abolition des apanages. Donc, le duc d'Orléans n'est plus propriétaire de Laon, ni de l'hôtel de ville, enfin du palais royal de Laon. Donc, s'il n'est plus propriétaire, qu'est-ce qui se passe au point de vue de ce qu'il y aura dedans cette fois-ci? Et puis c'est le changement révolutionnaire, il n'y a plus les tribunaux. On va mettre les tribunaux de département et d'arrondissement, c'est-à-dire tribunal criminel, si vous voulez, pendant un petit peu de temps. 1794, les tribunaux sont déplacés et l'agent national qui est à Laon, c'est-à-dire le représentant de l'État qui est à Laon, un certain Louis Roux, décide d'y mettre l'hôtel de ville. Donc 1794, l'hôtel de ville dans l'ex-palais royal. Le palais royal n'est plus, à partir de 90, dans l'apanage du duc d'Orléans. Il est devenu bien national. Et comme c'est l'hôtel de ville, comme c'est la mairie, si vous voulez, de Laon qui est là, eh bien, il devient bien communal. Il devient bien collectif, véritablement bien communal. Donc, changement complètement de statut, certes. C'est à la ville, il y a son hôtel de ville, mais voilà. L'évolution politique, Napoléon disparaît, et c'est la Restauration. Et Louis XV Louis XVIII, nous sommes Louis XVIII, quand même Louis XV, ça fait longtemps. Louis XVIII décide la restitution, et sans tarder, le 20 mai 1814. Il décide la restitution, donc, de l'apanage au duc d'Orléans. Si bien que le problème est là, que va-t-on faire de l'hôtel de ville? Est-ce qu'il reste à la ville? Non, le duc d'Orléans le veut, bien sûr. Et c'est la première difficulté, le premier conflit à propos de cet hôtel de ville. Le duc d'Orléans insiste, mais la ville, les maires ne se laissent pas faire. Le Carlier, etc., tiennent bon. Et, ma foi, ils invoquent en particulier un décret de Napoléon de 1811 qui décide que les biens nationaux, qui sont devenus des biens collectifs, des biens d'administration, en effet, sont la propriété, je dirais, communale, globalement. Pas question de restituer, en somme. Alors, évidemment, on invoque contre le duc d'Orléans ce décret de 1811 de Napoléon. Le conflit dure, le duc d'Orléans ne veut pas en entendre parler, la mairie l'affirme, bon, peu importe. Je termine ce long procès, cette longue difficulté, brièvement, évidemment. Le 6 juin 1830, le roi Charles X signe l'ordonnance comme quoi ce bien est en pleine propriété de la ville de Laon. Ouf, parce que Louis-Philippe arrive. Il était temps, je dirais. Oh, c'est dû à un conflit entre légitimistes et orléanistes, et on tombe bien. Enfin, mais après 16 ans de procédure, 16 ans d'opposition, et pas avec n'importe qui, enfin, l'hôtel de ville reste propriété de la ville. Ce fut le premier problème, long problème pour cette ville. Deuxième donnée, dans quel état? Bien, un certain Cambacérès, que je vais retrouver, Cambacérès, qui est ingénieur des ponts et chaussées en résidence à Laon, constate, à la demande du conseil municipal, que ce bâtiment, n'est pas restaurable, véritablement.
hein. Il ne vaut plus rien, il y a des lézardes à l'extérieur, des lézardes à l'intérieur. Bon, ce qui est vrai, mais enfin, peut-être qu'on aurait pu le garder, hein, ça, mais on ne rentre pas là-dedans, on le constate, on l'affirme. Il est vrai aussi qu'en 1733, les voûtes des chapelles se sont effondrées, donc c'est vrai qu'il y a un problème. Mais enfin, a contrario, en 1827, quand Charles X vient à Laon, on danse quand même dans ce palais royal. On montre que, ma foi, on peut en faire quelque chose. Mais enfin, il le décide, donc ça pousse à son élimination, à sa destruction, évidemment. Donc, il appartient quand même à la ville, mais il est vétuste. Alors voilà la décision. Rapidement, de quoi se compose-t-il? Mais simplement, puisqu'il va disparaître. Hein. Alors, je prends... voilà ce que vous avez ici, c'est la façade nord, septentrionale de ce palais royal. Voilà, on retrouve, vous voyez, cet élément. Et ici, c'est la descente vers Vaux. On passe par la porte Luceau, ici, qui a maintenant disparu, bien sûr. Donc, elle se trouve, voilà, c'est ici, le palais royal de ce niveau. Donc là, ici, la façade méridionale, septentrionale, pardon, avec, ça ressemble un peu au palais épiscopal, si vous voulez, sur sa façade nord, hein, avec des tourelles, avec des contreforts, des arcs médiévaux. Il reste un aspect médiéval. La grosse tour, la tour Philippe-Auguste, vous voyez, dessinée là-bas, imposante, hein, tout à fait. Je vous montre un plan du moment, hein, fait par d'ailleurs Cambacérès, et qui nous donne les dimensions, et cette partie, 50 mètres de long, hein, pour ce bâtiment septentrional, une largeur 11 mètres, c'est pas excessif, hein, c'est pas très large, mais c'est assez long. Et puis, alors dans cette partie-ci, je reviens un peu en arrière, parce que dans chaque plan, on n'a pas toujours la même chose, hein, voilà. Donc vous voyez, hein, cette partie septentrionale. Alors les celliers, en somme, sont on dirait en rez-de-jardin, c'est-à-dire un peu surélevés par rapport à la cour du palais royal qui est là. On a un rez-de-chaussée avec le concierge, et puis au premier étage, on a une grande salle de réception. Hein, c'est au premier étage. Les chapelles dont je vous parlais se situent sur le flanc est de ce niveau. Deuxième bâtiment, le bâtiment occidental qui se trouve là, 35 mètres de long. Globalement, je reviens à l'autre pour vous le remontrer, hein, vous habituez, voilà, ce bâtiment dessiné, avec, vous voyez, quand même 2 tours qu'il y avait là, 2 petites tours, hein, et signale simplement que le bas de celle-ci existe toujours. Hein. On trouve dans un des locaux annexes de la mairie, ça existe, on le retrouve, en arrondi, si vous y allez, ou à l'impression, le local pour l'impression de la mairie, on voit cette tour, ça a été gardé par les architectes, c'est très bien. Voilà, vous voyez, pas très large non plus, à peu près 9 mètres de large, c'est pas excessif du tout. Voilà pour à peu près les données. Ici, c'est un passage au rez-de-chaussée, c'est tout. Au-dessus, voilà, au-dessus, c'est la grande salle qui continue, qui fait tout cet ensemble. Voilà, en bas, donc d'une façon générale, en dessous, hein, en entresol, si vous voulez, ou plutôt en rez-de-jardin, vous avez donc les bureaux, les celliers qui sont là avec hangar, écurie, prison à l'occasion. Tout ça, voilà, donc qui sert à rassembler des choses, quoi, globalement. Voilà à peu près. Alors, voilà à peu près la donnée du palais royal, 1830, 1831, j'ai essayé de vous le décrire un petit peu, hein, de vous dire son histoire, de donner sa vétusté, puis la condamnation, véritablement, un rapport qui le condamne, il faut le détruire, il faut le remplacer. Alors les conseillers municipaux, bien ma foi, profitent d'une occasion. Ils profitent d'une occasion, en effet, pour élaborer tout d'abord ce qui les obsède essentiellement, une place de hôtel de ville. Alors on profite d'un moment. Nous sommes, à partir de Napoléon, et encore plus dans la Restauration, dans l'élaboration d'un plan d'alignement des rues dans la ville, hein, pour plus d'accès facile, etc., abandonner un peu le Moyen-Âge, aligner les maisons, vous voyez ce que ça nous donne. Et dans cette réflexion sur l'alignement, qui ne se fait pas du jour au lendemain, 1823, au conseil municipal, on émet l'idée qu'il faudrait en profiter pour raser certaines maisons à l'occasion, vétustes, qui gênent, puis en profiter pour faire une grande place, en somme. Une place pour la ville, une place qui embellisse la ville, c'est l'idée derrière, embellir,
qui fasse de la ville à peu près semblable aux autres villes. Pensez Arras, pensez Saint-Quentin, un bel hôtel de ville, une grande place. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ben oui, non seulement embellir, mais, je vous l'ai montré, je ne reviens pas en arrière, qu'est-ce qu'il y a comme place? Ben, pas grand-chose, on se dit-on. On a 2 petites places, globalement. Il y avait cette cour du Palais Royal, toute petite, fermée, quasi fermée, quoi, que l'étranger ne voit pas, dit-on. Bon, pas suffisant. Et puis, il y a la rue du Bourg, qui servait de place à l'occasion. La rue du Bourg. Il y a 3 départs de messagerie, régulièrement, toutes les heures, quasi, avec les chevaux, les coches ou les berlines, etc. C'est pas une place, c'est pas possible, quoi. Véritablement, il y a trop de trafic, là, si vous voulez. Donc on n'a rien. Et puis, n'oublions pas qu'il y a l'armée. Ah oui, surtout le 19e, oui, c'est marqué par ça jusqu'en 14. L'armée, ici, à Laon, on a une caserne, qui est à Saint-Martin, au champ Saint-Martin, où elle lisait Paul Claudel, qui a été construite en 1783-87, globalement. Bon, il y a des soldats, là, toujours, depuis, autour de 600-700 hommes, avec chevaux. Et on est à nouveau, depuis 1821, je vous l'ai fait, je vous l'ai déjà dit cela, la ville est devenue place forte, elle est redevenue place forte. Donc, une place importante, et appelée à avoir encore plus de soldats, d'armée. Et la preuve, c'est qu'en 1842-47, on construit une 2e caserne à la citadelle. Et on va avoir 2 fois plus de troupes. Pensez que sous la Troisième République de 1874 à 1914, il y a 2000 hommes sur le plateau, 2000 soldats sur le plateau, presque constamment, avec une population de 5500 habitants, ça se voit. Et ils paradent. Ah, c'est la grande parade des troupes au XIXe siècle. Les cuivres bien astiqués, tout ça, les femmes qui sont adorables, adorées devant, qui adorent devant. Non, les soldats sont adorés. Véritablement, ça, il y a c'est Stendhal, je crois, qui a décrit ces choses comme ça dans Lucien Holowen en particulier. Bon, c'est toute une ambiance. Alors pour les parades, aussi militaires, l'embellissement, le marché, j'allais oublier aussi, une grande place, comme les autres villes, et puis pour les militaires, pour faire la parade militaire. Donc il nous faut une grande place. Voilà, le jeu est là. On en profite. Alors donc, on va faire cette grande place. On verra après peut-être, peu importe. Voilà, je continue un peu ces éléments. Oui, mais alors, si on veut faire une grande place, il faut détruire. On va profiter justement de l'alignement. Ce sont des maisons vétustes aussi, tout un ensemble vétuste. Alors, qu'est-ce qu'il faut détruire? Alors, c'est en orange, vous voyez, sur ces cartes, justement, qui sont construites, qui ont été réalisées. La carte sur l'alignement pour Laon est de 1829. Elle a été réalisée par le géomètre Vallon de Laon, qui est aussi, d'ailleurs, conseiller municipal au début des années 30. Alors, d'abord, détruire la tour. Ah oui, la grosse tour Philippe Auguste. Mais cette tour, n'hésitons pas à dire, massive, vraiment, elle n'est pas belle du tout, il n'y a aucun problème, on peut la détruire sans regret. Tout le conseil municipal est d'accord, on peut détruire ça, elle est vraiment en ruine, tout ce que vous voudrez, donc ce n'est pas la peine. Je vous cite peut-être l'expression massive, informe, ne donne aucun regret au conseil municipal. Bon. Alors, on décide ça, nous sommes en 1831, et le préfet pousse à la destruction, il confirme, si vous voulez, ou il notifie au conseil municipal que s'il détruit pendant l'hiver, 31-32, à partir du mois de décembre jusqu'au mois de mars, mais il profitera d'une subvention de l'État, la subvention d'atelier social. C'est vrai que l'habitude est, depuis le 18e, début du 19e, d'occuper les ouvriers, si vous voulez, pour leur donner un salaire, puis les occuper pour ne pas qu'ils soient chômeurs et qu'ils fassent des bêtises, classe populaire, classe dangereuse, si vous voulez, on a cette pensée-là derrière, eh bien, l'État débloque des fonds, 5 millions de francs annuellement, pour les faire travailler. Donc, un intérêt public. Donc, profitez-en, détruisez la tour maintenant, dans le cadre d'un atelier social. C'est fait. Le préfet a favorisé cette destruction qui se réalise de décembre 31 à mars 32. C'est obligatoire. Une voix s'oppose, je n'hésite pas à vous le dire, cela fait référence à mon conseil municipal, si je m'y suis attardé un petit peu.
c'est en effet que Victor Hugo vient à passer par là, hein, et qu'il est en chasse des démolisseurs. C'est la guerre aux démolisseurs. Hein. Il rédige un but très louable que je ne peux qu'approuver, bien entendu. Hein. Il dit de bonnes choses, il y a toute une action derrière de retour au Moyen-Âge chez les romantiques, qui va se retrouver avec Mérimée, Viollet-le-Duc par la suite. Ils ont sauvé beaucoup de choses. Donc, mais quand même, je lis un petit peu mon texte à propos de la lettre qu'il fait écrire de Charleville, le 14 février 1933, en citant son passage à Laon. Hein. Vous le connaissez un petit peu, mais il y a des choses justes et beaucoup de choses fausses. Au mois de septembre dernier, c'est faux, la destruction n'a pas eu lieu en septembre, mais à partir du mois de décembre. Bon, je fis un voyage à Laon, mon pays natal, arrivé sur la place du bourg, donc il connaît, hein, quelle fut ma surprise de la voir de toutes parts bardée d'échelles de destruction. Je l'avouerai, cette vue me fit mal. Je cherchais à deviner pourquoi ces échelles, ces pioches, quand vint à passer M. Th. M. Th, il y a un conseiller municipal, Th, mais un conseiller municipal qui est élu seulement à partir de 1831. Il est donc là, mais n'était pas avant. Il y a des erreurs chez Victor Hugo, vous allez voir. Homme simple et instruit, plein de goût pour les lettres, est fort, ami de tout ce qui touche à la science et aux arts. Ça, c'est douteux. Ce monsieur Th et monsieur Tilloy, qui va participer à la construction de l'hôtel de ville. Ce n'est pas n'importe qui, mais il est marchand de fer. Je ne suis pas sûr qu'il apprécie beaucoup les tableaux, etc. Ce n'est pas dans son idée, sans doute. Hein. Mais passons. Il est resté seul des membres de l'ancien conseil municipal. Faux, il n'y était pas. Et à faire les conseillers municipaux, ça me permet de dire que c'est une erreur. Bon. Pour agrandir le marché qui l'avoisine, si c'est ça le but qu'on a cherché, les Lannoy, en effet, possédaient dans leur ville un monument rare, un monument des rois de la seconde race. C'est-à-dire seconde race, les Carolingiens. C'est faux, ce n'est pas carolingien, mais tout le monde le croit à ce moment-là, alors je ne dis trop rien. Il n'y en existe aujourd'hui qu'un seul, globalement, plus un seul. C'est vrai que bon, celui de Louis IV d'Outre-mer était le dernier. Bon, c'est pas de Louis IV d'Outre-mer, c'est pas carolingien, c'est une erreur, mais il n'est pas le seul à faire, donc on va rien dire. Je continue un tout petit peu. Vous figurez-vous bien, c'est surtout là le passage, oui, au milieu du grotesque Sanhédrin, ce conseil municipal, la situation de ce pauvre homme, ce monsieur Tilloy, représentant unique de la science, de l'art, du goût, de l'histoire. Remarquez-vous l'attitude humble et opprimée de ce paria. L'écoutez-vous hasarder quelques mots timides en faveur du vénérable monument. Et voyez-vous l'orage éclater contre lui. Le voilà qui ploie sous les invectives, et on le traite de carliste. Parce que c'est les provinciaux, ils ne savent même pas que c'est carlisteux, hein, c'est carliste. Bon. Croyez-vous que jamais Rabelais aurait pu trouver quelque part, face plus drôlintique, profil plus bouffon, silhouette plus réjouissante à charbonner? Mais pendant que les prud'hommes jargonnaient, croissaient, délibéraient la vieille tour, si longtemps inébranlable, voilà tout à coup que par les fenêtres lui sortent comme les vers d'un cadavre. Je termine, ce qui est juste aussi, ce que n'avaient fait ni Bélier, ni Scorpion, ni Catapulte, ni Bombarde, il en cite plein, ni Serpentine, etc., ni le canon, ni le tonnerre. Une tour, donc, 1200, Philippe Auguste, globalement, elle est toujours là en 1800, 600 ans, elle a résisté, en effet. Il a suffi au 19e, merveilleux progrès d'une plume d'oie, promenée à peu près au hasard sur une feuille de papier par quelques infiniment petits, méchantes plumes d'un conseil municipal du 20e ordre, plume imperceptible du Sénat de Lilliput, plume qui fait des fautes de français, plume qui ne sait pas l'orthographe, a tracé plus d'une croix que de signatures. Alors là, je m'inscris totalement faux. C'est véritablement la caricature sur défendre quelque chose, mais sans caricaturer. C'est l'intellectuel parisien, globalement, qui critique la province, sans aucun doute. Bon, ils ont fait une erreur, peut-être, mais enfin, ceux qui sont là, Tilloy en particulier, tous ceux qui acceptent d'être maire à ce moment-là, je vous garantis qu'avec les archives, il n'y a pas une croix, ils signent très bien,
véritablement d'excellents paraphes, etc. Et qu'est-ce qu'ils nous ont écrit? Et ils se défendent pied à pied. On va le voir en particulier, je vous garantis qu'ils véritablement ils font un gros travail. Ils savent écrire, ils savent lire. Non, vraiment là, c'est excessif. Hein. Alors, défense, oui, défense juste, je dirais. Et donc tous ces conseillers, moi, je leur tire la révérence. Ils ont travaillé et ce ne sont pas des imbéciles. Il y avait là quand même, pour vous le prouver, la composition, ce sera dans l'article, hein, la composition de ce conseil municipal. Vous avez quand même 7 sur 23, 7 hommes de loi. Bon, 7 hommes de loi, avoués, notaires, avocats, juges. Bon, quand même, ils savent signer, ils savent écrire, il n'y a pas de problème. Et ils connaissent la loi. Bon, vous avez dedans des marchands, vous avez des pensionnaires, des gens, si vous voulez, on dit propriétaires, c'est-à-dire des gens qui se mettent à la retraite. Hein. On se met à la retraite quand on est bourgeois assez tôt, hein, 45, 50 ans, hein, pour être sûr d'en profiter. Hein. Bon, et quand on a les moyens, bien sûr. Bon, il y a un médecin en particulier, il y a 4 fonctionnaires des impôts, si vous voulez, qui tiennent les registres, etc. Bon, donc non, hein, la composition nous montre une qualité incontestable. Voilà. Bon, passons sur cette défense du conseil municipal, je ne peux faire que ça, hein, évidemment. Eh bien, voyons cette construction de la place de l'hôtel de ville, enfin de la place, oui, de l'hôtel de ville, si on veut. Alors, bon, non, je reviens encore, parce que je vais un peu vite, peut-être, oui, pour bien voir, c'est tout. Hein. Destruction de la grosse tour, c'est elle qui jette polémique. Alors, il faut détruire également tout ce qui est, vous voyez ici, coloré. Et là, bon, il y a des bâtiments, il y a 7 maisons privées. Voilà, à ce niveau-ci, là aussi, c'en est une. Et puis des maisons publiques, enfin des bâtiments publics qui appartiennent à la commune, à ce niveau-ci, et l'autre là-bas. Donc il y a à détruire, bon, ce qui est public, pas trop de problème, ça c'est pour le concierge, et là c'est la garde nationale qui est là. Hein. Donc c'est public, la commune fait ce qu'elle veut, hein, pas de problème. Mais pour ce qui est privé aussi, pour privé on décide d'acheter. On va acheter quand même 7 maisons pour 51 000 francs, donc c'est un premier coup. On a fait attention pour les détruire, acheter, puis détruire, bien de mener quand même une enquête publique. C'est le préfet qui l'impose. Il a eu vent sans aucun doute de ce que rédige Victor Hugo, et on lui a signalé qu'il fallait peut-être faire attention. Donc là, quand même, maintenant, la première fois, on n'a pas fait d'enquête publique, mais là, on fait une enquête publique pour cette deuxième destruction. Hein. Le conseil municipal est unanime, personne ne s'oppose à la destruction. Hein. Enquête publique ou pas, tout le monde est d'accord pour vous détruire. Voilà. Eh bien, la destruction va se réaliser en 1932, pendant, disons, septembre-octobre 1832, pour tout cet ensemble. 1800, donc, ce qui était le palais royal est en partie détruit pour l'instant. Il reste encore le palais en lui-même, hein, pour l'instant, 1832. Pour cet ensemble, alors, qu'est-ce qu'on veut en faire? Eh bien, on va maintenant, quand c'est détruit, tout de suite, on est pressé pour ça. Bon, globalement, à rabaisser un peu le niveau, quand même, de l'ensemble. Deuxième, niveler tout cet espace, et le pavé. On est pressé de le paver pour faire une belle place tout de suite. Quand Bassérenges leur dit non, faites d'abord votre hôtel de ville, sinon vous allez casser les pavés, etc. Non, on fait tout de suite. Hein. Donc, 1834, la place, globalement, est réalisée, elle est pavée, il n'y a plus tout cet ensemble que vous avez là. Je termine sur cette place de l'hôtel de ville, hein, quand même par la volonté que l'on a, qui reste dans notre paysage. Hein. Alors l'hôtel de ville va être situé à un endroit, je vais y revenir après, vous l'avez, je ne sais plus où j'ai mis ça, voilà, peu importe. Voilà, dans ce moment de construction, il est construit, donc la place est pavée 1834 globalement, l'hôtel de ville 1836-38. Je termine quand même la construction de la place par ce que l'on fait en plus. On va détruire notre palais royal, je vais le situer, mais à la place, qu'est-ce qu'on va mettre? L'hôtel de ville ici, et là, eh bien, on va faire comme dans d'autres villes, hein, on va mettre un nouveau bâtiment. Donc à la place du palais royal, il va y avoir un autre bâtiment, ici. Voilà exactement, ça va vous donner un peu l'idée de ce qu'il y a, en effet. Selon le plan de l'architecte Voyer du moment, un certain Paulet, que je vais retrouver, PO2LET, eh bien, Paulet dessine ceci, c'est-à-dire
que l'on va, à la place du bâtiment ancien, faire un nouveau bâtiment avec des arcades ici, sur le côté. Des arcades de 2,60 m en effet de travée, si vous voulez. Il va y avoir 13 arcades qui doivent être faites. La ville s'en réserve quelques-unes, et puis le reste, eh bien, on va le vendre au privé, par lot, tout simplement. Ces arcades demeurent. La ville, ma foi, impose aux futurs propriétaires de faire les arcades comme c'est dessiné dans le plan, de suivre le plan, bien entendu. Quand ils achètent le terrain, ils doivent construire selon le plan. Or, quand vous irez, vous constaterez que ce n'est pas tout à fait cela. Qu'il y a 11 arcades actuellement, donc elles viennent de 1838-39, ces arcades. Elles ont été faites après que le plan soit fait, bien sûr, et qu'au bout là-bas, ce n'est pas tout à fait la même chose. Les arcades n'ont pas été faites. La réalité, ce qui va subsister, si vous voyez, n'est pas tout à fait ce qui a été le projet. Mais enfin, le projet est largement gardé, ce que vous voyez à ce niveau-ci. Et puis, ce qui est considéré, on voulait faire de l'autre côté la même chose. Vous voyez, ici, dans le cadre de l'alignement, on aurait bien voulu aligner tout cela et faire des arcades de ce côté-ci. Le problème, quand même, je vous le remontre à ce niveau, vous voyez bien, vous connaissez la ville suffisamment. Là, il y a quand même la salle de spectacle du moment, l'ancienne église au velours, Saint-Rémy au velours, Saint-Rémy place, si vous voulez. Et qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va la détruire, reporter la façade? Quel coût? Il y a un théâtre, depuis 1795, c'est un théâtre, là. Bon, quel coût pour la ville? Alors, on aurait bien voulu faire des arcades à ce niveau-ci, alignées, si vous voyez l'ensemble, mais on renonce au projet, beaucoup trop coûteux, véritablement. Donc, ça ne sera pas fait. Actuellement, si vous y allez, vous avez quand même des amorces d'arcades qui sont faites de l'autre côté. C'est récent, c'est des années 90, faites par l'Office public d'HLM, avec des locataires maintenant, etc., des agences au rez-de-chaussée, des agences bancaires, etc. Et ça a été fait par l'Office d'HLM. Et l'architecte qui a été demandé, l'architecte Dumont du moment, qui respecte l'histoire, je tire ma référence, il y en a plusieurs qui respectent bien l'histoire, eh bien il a fait, en somme, des arcades pour rappeler, en somme, en face. Il s'est peut-être plongé aussi dans le passé en pensant que la ville voulait aussi des arcades à ce niveau-là. Donc il y a un respect de l'histoire, si vous voulez, là, mais c'est contemporain, c'est récent, si vous voulez. Également, normalement, on aurait dû raser, vous voyez ici, donc dans l'entrée de la rue Serrurier, raser ce bout également, vous voyez ici rue Châtelaine, rue Serrurier, bon, ceci devait être détruit également, on y a renoncé. Donc cet aménagement, eh bien, a été réalisé seulement de ce côté-ci, à la fin des années 1830. Pour une place, globalement, que l'on veut à peu près, c'est essentiel, de quelque chose comme 56 mètres de large. On voulait que ce soit une sorte de carré à peu près de 56 mètres. Alors, elle fait un peu plus, 56 mètres 90 exactement. Là, ça sera un peu moins long, puisque la place n'est pas tout à fait finie, si vous voulez. Quand on trace ici, là, vous voyez, de l'hôtel de ville jusque-là, elle fait 51 mètres à peu près. Voilà, donc on a une grande place quand même. C'est voulu, c'est réfléchi, etc. Voilà pour les éléments. Bien, alors j'ai fini pour ma place. Le troisième point, globalement, eh bien, ça va être l'hôtel de ville lui-même, évidemment. Cet hôtel de ville, alors voilà, je vous le montre quand même, cette façade donc de la place, cette façade occidentale de la place, ce bâtiment, vous pourrez aller observer les arcades, les niveaux, 2 niveaux, qui sont donc concrétisés, qui sont dessinés à ce moment-là, qui vont se réaliser à ce moment-là, qui sont toujours présents. Alors, nouvel hôtel de ville, vous en connaissez la façade, d'où est-ce que ça vient, quoi, globalement. Alors, c'est que dans l'idée de la place de l'hôtel de ville, est la même idée de construire un hôtel de ville, évidemment. On rase l'ancien pour faire du nouveau, et ce palais royal va disparaître, doit disparaître, pour mettre un bel hôtel de ville à la place, lié à cette place. C'est dans la continuité, c'est dans la pensée, on se fixe cela, en 1831, on dit, on va faire l'ensemble, coût 100 000 francs. Bon, vous savez bien qu'un coût premier comme ça, c'est largement dépassé toujours, mais c'est la base, le point de départ. On se fixe cela. C'est décidé, et eh bien, la commission de conseillers municipaux,
qui était la commission pour la place, qui a suivi les travaux de la place de l'Hôtel de Ville, je n'en ai pas parlé, je vous l'ai dit au départ, hein. Eh bien, elle s'attache maintenant à suivre, évidemment, la construction de l'Hôtel de Ville. Et ce n'est pas la même affaire, hein, du tout. Et en particulier, eh bien, elle donne, en effet, au début de 1830, ses critères pour ce hôtel de ville. Voilà, on se fixe des données. Hôtel de ville de Laon qui doit, en effet, que je vous donne à peu près, sans oublier 32 choses, quoi. Globalement, d'abord le coût, maintenant, il va être de 150 000 francs. Hein, voilà l'élément. Vous voyez, on est monté déjà un petit peu tout de suite. Bon, enfin, tout ça, c'est normal. Hein. Alors, un hôtel de ville, on refuse que ce soit un bâtiment grandiose. Il ne faut pas que ce soit grandiose pour simplement satisfaire les gens aisés, mais que ce soit plus modeste, tout simplement pour les finances de la ville, que ça n'obère pas les finances de la ville dans l'avenir, et quand même aussi pour respecter les gens moins aisés, globalement, que ce ne soit pas simplement pour une élite. C'est un point idéologique de départ. Hein. 150 000 francs, voilà. Un hôtel en harmonie avec les bâtiments de la place, hein. C'est-à-dire 2 étages maximum. Vous voyez, comme c'est prévu prévu globalement pour les côtés de la place, c'est pas très élevé, quoi, globalement. Hein. Voilà, donc c'est qui est fixé. Il est. Je reviens peut-être pour mieux le montrer précédemment. Il va être donc sur la partie septentrionale de la place et juste dans la perpendiculaire, si vous voulez, de l'axe médian de cette place. Donc on le situe bien. De chaque côté, il doit y avoir normalement 27,50 mètres. Tout est calculé, vous voyez, pour cela. Laissez de chaque côté, ici, un passage de 9 mètres de large. L'hôtel de ville doit avoir de 36 à 38 mètres d'extension, si vous voulez. Voilà. 36 à 38, 9 mètres d'un côté, 9 mètres de l'autre. Vous voyez que tout est bien cadré ensemble. Hein. Il donc ne doit pas trop avancer sur la place. Voilà quelques éléments. Et puis sa structure. Hein. Alors je reviens quand même pour vous les montrer tout de suite, même un peu la coupe qui va être adoptée. C'est les seuls plans que l'on ait. Hein. Il doit y avoir des celliers, dit-on, justement, comme c'était avant, pour le matériel de la municipale, pour déposer tout le matériel d'incendie, canon. Hein, nous sommes une place forte, nous ne prenons pas avec une garde nationale. Et dans ces celliers, en rez-de-jardin, ils doivent en effet dépasser le niveau de la place, un petit peu. Hein. Une citerne. Et une citerne, attention, pas une petite citerne, une citerne qui va faire 17 mètres le long sur 10 mètres de large, 4 mètres de profondeur. C'est pour une bonne quantité d'eau. Pourquoi ? Parce qu'on est place forte, soumis à un siège possible, et donc, et surtout sur le plateau, là-bas, ne l'oublions pas, il y a un problème d'eau très important au 19e, eh bien avoir une réserve d'eau en cas de siège. Donc on a la citerne, elle doit être dans le cellier. Bien, voilà donc, premier élément, on doit mettre cela. Voilà les conseils, plus que les conseils, les ordres à l'architecte. Hein. Nous avons donc un premier étage, le rez-de-chaussée, pardon, hein, c'est au-dessus pour ici, mais c'est le rez-de-chaussée globalement. Dans ce rez-de-chaussée, les recommandations qu'il doit y avoir une salle prétoire, un prétoire. Un prétoire, c'est-à-dire une salle qui soit assez grande, pour les mariages, mais aussi, bien sûr, pour les élections, car on va dans des élections de plus en plus démocratiques, pense-t-on. On est passé du suffrage censitaire extrêmement strict à un suffrage censitaire un peu moins rigoureux, mais on sent déjà une évolution. On va dire, on va dans une évolution démocratique. Donc, il nous faut une salle pour les élections où il y aura plus de monde, plus de réunions publiques ensemble. Bon, voilà, globalement, puis un cabinet à côté pour des délibérations à propos de cela. Hein, la conscription va se faire là aussi, etc. Bon, une salle pour le concierge, une salle, je vous montre, mais en fait, l'endroit n'est pas indiqué, hein, c'est simplement les fonctions. Une salle pour le secrétaire de mairie et le cabinet du maire, voilà, au moins ce qu'il faut, quoi, globalement. Hein. Et puis, là vous le voyez un peu ici, c'est difficile sur les coupes, un entresol. Un entresol, donc un étage entre le rez-de-chaussée et le premier étage, en somme, qui doit, voilà, un passage à ce niveau-ci. Dans l'entresol, il doit y avoir une salle d'archives.
On insiste bien. Il y a une tradition médiévale, Ancien Régime, on veut garder les archives. On garde au 19e longtemps cela. Une salle d'archives, comme élément, et puis 2 salles de commission. Pas grand-chose, globalement, mais voilà à peu près. Du rez-de-chaussée pour aller au premier étage, on veut un escalier somptueux, qui soit quand même très digne, si vous voulez. On monte les marches, etc. Donc un bel escalier central. Et au centre. Et puis, le premier étage, avec une salle de réception, salle des fêtes, globalement, et puis des autres salles, 2 salles de vestiaires, hommes-femmes en particulier, un buffet, voilà, des indications. Les combles, en haut là-bas. Les combles, attention que le plancher soit solide et qu'il soit bien accessible, qu'on puisse circuler pour y mettre du mobilier. Mais vraiment, ça sert de rangement. Essentiel, cela. On doit pouvoir circuler dans les combles. Bien. Peut-être un tout petit peu plus vite quand même. Enfin, voilà la description. Les données sont faites. Concours d'architectes. Concours d'architectes, donc, qui rendent leur pli, véritablement. Nous sommes au mois de juin de 1833. Juin 33, 5 architectes, je vais vous indiquer dans les rapports, car la commission lit ces plans, fait attention, les étudie et fait le rapport de chaque plan. Et va le faire au conseil municipal qui va adopter, qui va suivre, bien entendu, pas seulement eux dans leur coin. Quelques mots sur chacun de ces plans. Il y en a 5. Il y en a un que j'éliminerai très vite, donc ça va aller. Premier projet de l'architecte Gosset de Reims. Alors on ne connaît pas le nom tout de suite. Le concours est secret. On va le savoir après, bien sûr. À la place, on a demandé une devise. Quelle devise? Alors il a mis sa devise pour se faire reconnaître, c'est tout. Mais en fait, disons qu'on retrouve ces documents. Alors c'est le plan qui sera numéro 1, premier tiré. Il a pour devise « par son auteur ». Oui, quelconque, tout ça. Qu'est-ce que l'on dit? Il montre un travail étendu, un zèle certain. Mais il ne laisse pas de place derrière l'édifice. Tout en le faisant avancer de 6,75 m sur la place. C'est trop large, quoi. Et il avance sur la place. Donc on veut une belle place publique. Il ne faut pas que ça aille là-bas. Les murs ne sont que de 60 cm. Vous voyez qu'ils font attention, d'épaisseur. Alors que l'on veut 66 pour s'assurer une solidité à long terme. Si le vestibule est grand, ce vestibule, là, le vestibule est grand, majestueux, les pièces autour sont mal distribuées. Le cabinet du maire est trop petit. Au contraire, le secrétariat est trop grand, sans lien avec le public. Un secrétaire sans lien avec le public. Bon, voilà pour l'élément. À l'entresol, l'auteur a omis la salle d'archives. Oui. Au premier étage, moi j'y suis très intéressé, je vous le dis tout de suite. Au premier étage, une pièce étroite occupe la largeur du balcon. On a une pièce, là en plein milieu, globalement, à l'étage, ici, quelque chose de... Rien, quoi, modeste, qui relègue dans un coin la salle de réception, par là. Ça va pas. Voilà. Et le devis s'élève à 160 000 francs. Trop cher, en plus. Plan numéro 2, d'un certain Cambacérès, je lui ai cité 2-3 fois. Donc cet ingénieur, ici, des ponts et chaussées, non. Il a pris X comme devise. Alors il présente 3 variantes. 3 variantes, il se contredit, sans aucun doute. Il y a quelque chose qui ne va pas, enfin peu importe. On va présenter un tout petit peu, parce qu'ils étudient chacune des variantes. La première, l'auteur a fait une étude approfondie des lieux, il est économe de terrain, libère bien la place, donc ça c'est bon. Le bâtiment est beau, simple, toutefois, le cellier est situé au rez-de-chaussée. Bon, quand même. Et rejette le grand escalier sur le côté, alors qu'il doit être impérativement au centre. La forme carrée du prétoire ne convient pas. Au premier étage, lié au grand escalier, les entrées du grand salon sont mal situées. Voilà des défauts, beaucoup de défauts. Et une variante, je passe, elle a les mêmes défauts que le premier, c'est pas la peine. Alors, il y a quand même une variante bien supérieure. Vous voyez, il en a fait 3, et il y en a une qui est quand même plus intéressante.
Dans cette variante, il y a des celliers en sous-sol. Il les a mis cette fois-ci en sous-sol. Vous voyez, ils ne savaient pas trop quoi faire, proposaient plusieurs choses. Au rez-de-chaussée, le prétoire reste malencontreusement carré. Donc à chaque fois, du pour, du contre. La loge du concierge n'a pas de vue sur le vestibule. Le secrétariat ressemble à un boyau mal éclairé. Le grand escalier au milieu, par contre, est beau, majestueux. L'entresol n'est pas décrit. Le premier étage est bien conçu, noble, grand, commode, répondant aux exigences du programme. Le projet sort du rang. Voilà. Le troisième, je passe très vite, il a pris bonne volonté comme devise, mais il annonce d'emblée qu'il ne se conforme pas aux règles. Rejeté. Voilà. Donc, ce n'est pas la peine que je passe du temps, mais il l'étudie quand même un peu. Le quatrième, de Paulet. Paulet est un Lannois, Nicolas Paulet, il est peintre à Laon. Il propose, il a pris une devise, un perron. Il prend bien appui sur le rempart à l'arrière, à tel point que malgré ses 19,50 m de profondeur, son perron n'empiète pas sur la place. Alors là, il a bien situé. Il est bien large, il a bien situé. Vous voyez, positif. Le style adopté est simple, de bon goût, rend l'aspect général agréable. La citerne est bien placée. Le rez-de-chaussée donne aussi une impression favorable. Il comprend un vestibule spacieux où l'on trouve de suite le concierge et le secrétariat. Alors ça, c'est bien distribué. Le public arrive, il voit tout le monde. Bon. Le cabinet du maire et le prétoire sont dans l'esprit du programme. Et objet d'éloge unanime, comme l'entresol. Éloge. Il est dommage que le grand escalier soit de bois. On le veut en pierre. Voilà. Il suffira de changer. Au premier étage, tout doit être approuvé. La salle des fêtes qui donne sur le balcon au centre de l'édifice, en effet, impeccable. Et le chiffre, le devis, 133 891 francs. Bien. Ça va, vous me suivez quand même ensemble, parce que, voilà, il sort du rang, celui-là. Il va être choisi, bien sûr, par le conseil municipal. J'ai peut-être mis un peu l'accent dessus, mais tout est bon. Voilà. Le 5, quand même. Le 5, oui. C'est d'un certain Jean-Charles Bringol. B-R-I-N-G-O-L. Enfin, vous aurez l'article si ça vous intéresse. Il a pris comme devise « to be or not to be ». Oui. Donc, vous voyez, chacun prend sa devise pour se faire repérer, c'est tout. C'est pour qu'on ne perde pas les documents, globalement. D'ailleurs, c'est noté en haut de chaque document. C'est comme un appel d'offres maintenant. Ce Bringol est architecte de Paris. À Paris. Oui. Vous savez, ça ne va pas être facile. Je vous dévoile un peu la suite. Il montre dévouement et zèle. Avec ses 20 mètres de large, perron compris, le bâtiment prend sur la place. Vous me suivez bien, je vois bien. Bon. La façade a un aspect général flatteur, avec une taille de pierre, une belle taille de pierre. Bon. Ça, c'est positif, vous voyez, chaque fois, un peu de chou. Je n'ai pas classé. Les celliers sont beaux, quoique trop spacieux et sombres. Il aurait dû y mettre la citerne. Il l'a mise à l'extérieur. C'est peut-être pas dans le programme. Voilà. Au rez-de-chaussée, il y a trop de bureaux. Oui, ils le disent. Je ne l'ai pas remis là-dessus, mais ils le disent. On est une ville de 8000 habitants, on n'a pas besoin de 5-6 bureaux. Qu'est-ce que c'est ça? Il y avait un bureau d'état civil, un bureau pour les militaires. Ça va, c'est trop. Voilà. Bon, l'escalier et puis le secrétariat est loin du public. Défaut. L'escalier est beau, bien coupé sur toute la largeur à mi-hauteur. On va le revoir plus nettement. La grande salle au premier apparaît disproportionnée. Une critique même de la grande salle là-haut. Avec 7 portes, une galerie à 7 portes. Vous voyez l'image qu'il se donne. Le coût, 150 200 francs. Ça va. Bon, eh bien, il se tient la comparaison avec le 4 sous tout rapport. Et il faut prendre une décision après toute cette étude, cette longue étude, véritablement. Le 4, celui de Paulet, de Nicolas Paulet, donc ce peintre lannois, eh bien, est adopté à l'unanimité par la commission, puis après par le conseil. Bon, voilà. C'est adopté. Deuxième gros problème après celui du duc d'Orléans. Deuxième problème, c'est en effet qu'une tension se développe entre la ville et l'administration, l'État, si vous voulez. C'est qu'en effet, depuis 1794, pour la construction d'un bâtiment public, il faut l'accord
de plus de 20 000 francs. Hein. Bon, enfin, bon, il faut en effet l'accord du ministère de l'Intérieur. C'est pas ce qu'on veut. Hein. Et celui-ci, bien sûr, ne connaît pas forcément la question, c'est Thiers, hein, qui est ministre de l'Intérieur à ce moment-là. Donc on a un courrier de Thiers, si vous voyez comme ça. Et qui prend avis, bien sûr, auprès du Conseil des bâtiments civils, qui a été créé en 1794. C'était fait, c'est un ensemble d'architectes, voilà, sur les connaisseurs des bâtiments, bien entendu. Ce Conseil des bâtiments civils, eh bien, doit donner un rapport au ministère de l'Intérieur sur les plans, et puis dire celui qui lui est favorable, bien entendu, celui qu'il apprécie le plus. Et le rapport se fait par un grand architecte, un ponte, vous voyez, de l'architecture, hein, parisienne en particulier, un certain Rohaut de Fleury. Je ne le connaissais pas avant, hein, Rohaut de Fleury. Et il est pour le plan 5 de Bringol. Voilà. L'un pour le plan 4, l'autre pour le plan 5, vous le sentez tout de suite, évidemment. Bon, c'est pas du tout d'accord. Que fait le conseil municipal ? Eh bien, le conseil municipal réétudie la question, et puis, véritablement, je retrouve ma page simplement pour vous donner quelques points, pas plus, de cette nouvelle étude. Bah, d'abord, le Conseil des bâtiments civils a donné quand même son point de vue, un petit peu, à Bringol. Il l'a favorisé pendant le concours, en effet, et en particulier au point de vue de la charpente. Il lui a dit de mettre, on va voir ça après, 2 fermes de plus à la charpente, faire une charpente plus importante, si vous voulez. C'est déloyal, la magie, déjà. Et puis, bon, bien vraiment, le plan de Bringol laisse trop de place à l'arrière, la ruelle du jardin de l'Arc, etc. Il y a trop de place à l'arrière, qui ne nous servent pas, quoi, globalement, et en conséquence, il prend trop sur la place. Oh, pas tout ça, hein, on l'a bien dit. Et puis, il y a trop de bureaux. Voilà, bon, quels éléments encore je vais vous donner, bon, ça va. Globalement, c'est quelques points qu'on reprend, sans plus. Et le Conseil revote et confirme sa décision, plan 4, de façon définitive. Voilà. Donc, véritablement, l'un ne démord pas, et l'autre, qu'est-ce qu'il pense, le Conseil des bâtiments civils ? Ben, il en a assez de ses provinciaux, hein. Véritablement. De cette ville de Laon, en effet, ce Conseil qui n'a même pas su faire des règles de concours claires, voilà, ils n'y connaissent rien, hein, véritablement, c'était pas clair, tout simplement, critique. Et d'autre part, qui s'oppose à la hiérarchie. Oui, quand on critique quand même les spécialistes, la hiérarchie, ça va pas. Donc, véritablement, ça se braque très fort. La situation semble bloquée. Hein. Véritablement, parce que pour construire, il faut l'accord du ministère de l'Intérieur, selon l'avis, évidemment, qui suit l'avis du Conseil des bâtiments civils. Donc, ma foi, la situation est bloquée. Eh bien, Paringot, qui était là, adjoint faisant fonction de maire, eh bien, c'est fichu, je vais parler un peu simplement, globalement, c'est pas la peine, je laisse tomber, et il démissionne, vous voyez. Hein. C'est le nouvel adjoint, Tillois, ce TH de Victor Hugo, donc il est bien là. Pas aussi bête que ça du tout, hein, mais pas forcément artiste, hein, mais enfin, bon. Et qui prend la place, qui accepte de prendre la place d'adjoint et qui est plus malin quand même, hein. Sans aucun doute, c'est l'occasion. Hein. Il y en a un qui s'est orienté, c'était la bonne politique, quoi. Il y en a un qui a braqué un peu les choses, le suivant. Il faut dénouer la situation. Alors il joue habilement, très politiquement, très diplomatiquement, si vous voulez, et il dit, après tout, on va refaire un conseil, hein, avec une personne nouvelle. Quelqu'un de qualité, l'extérieur, c'est le capitaine du génie militaire. Dans Laon, il y a le génie militaire, hein, et qui a délaissé des dossiers considérables, avec des plans importants, hein, c'est véritablement une masse de dossiers, ça je vous garantis, très riche. Et ce capitaine, c'est à ce moment-là un certain Duménil Adelot, qui est introduit au conseil municipal, il donne son avis, etc. Et je ne vous donne que quelques points, là, dans le conseil, la décision du conseil, finalement, et vous allez trouver vous-même la politique qui est derrière. Ah, finalement, ce plan 5 de Bringol montre le coup d'œil de l'architecte. Hein. Il est harmonieux, hein. Il y a un bel escalier, hein, encadré de colonnes. Je peux vous le montrer puisque c'est celui qui va se réaliser. Hein. Et un palier à mi-pente, tellement mieux que celui de Paulet. Hein. La citerne placée à l'extérieur, ça devient préférable. C'est préférable. Hein, c'est mieux finalement.
Les croisées, je ne vous ai pas montré les croisées, on va y revenir tout simplement. Les croisées, c'est les fenêtres, à l'époque, les croisées du rez-de-chaussée ne sont pas de même taille, sont moins grandes que celles du premier étage, mais finalement, ce n'est pas disgracieux. Tout devient positif après cette introduction d'un autre... Donc là, cet ingénieur du génie, il fait des plans, tout ça, il doit être architecte de formation, ça ne doute pas de lui. Eh bien, on décide, on vote après ça, quoi. Maintenant, c'est Paulet, quoi. C'est plus Paulet, c'est Bringol. On va adopter le plan 5 de Bringol. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, un repli stratégique, globalement. C'est une réunion bien choisie, véritablement, avec un nouvel adjoint, bien choisi, beaucoup plus diplomate, pour tout simplement faire volte-face et débloquer la situation, tout simplement. Voilà donc un changement d'optique. La tension va baisser, bien sûr, mais toutefois, il y en a 3-4 dans le conseil municipal qui ne sont pas d'accord. Ce n'est pas l'unanimité, toujours disent non, Paulet, c'est nettement meilleur, etc. Thilloy demande au Conseil des bâtiments civils d'envoyer quelqu'un pour exposer les idées, la réflexion, en somme, du Conseil des bâtiments civils. D'envoyer Allan. Et surprise, car ils ne le font pas, mais ils envoient quelqu'un à Allan. Ils envoient un inspecteur, à eux, un inspecteur général des bâtiments civils, qui vient à Allan, c'est un certain Caristi, il va rester 2 jours à Allan, pour exposer au conseil municipal réuni, ma foi, le choix du conseil, le choix pour Bringol. Et quand il est parti, on vote, presque à l'unanimité, pour Bringol, finalement, 17 voix contre 1. Il y en a 5 qui ne sont pas là, bon, c'est normal, presque, je dirais. Voilà, 17 contre 1, nous sommes le 30 janvier 1836. Ça a été lancé en 1933. On arrive en 1936. 3 ans de tension, etc. N'oublions pas, c'est très très long. Bon, enfin, on ne s'étonne pas toujours quand on fait quelque chose, même maintenant, largement. Voilà. Eh bien, alors, ma foi, puisqu'il est choisi, Bringol vient enfin à Laon. Il avait fait un plan, mais d'ailleurs, il était revenu. Il vient quand même à Laon. Et puis, il accepte de reculer, je ne sais plus où je l'ai mis, mais par là, je crois. Voilà, attendez, je reviens pour le... Voilà, oui, si vous le voyez sur ça. Il accepte de reculer, en effet, vers le nord, l'hôtel de ville, puis pour gagner de la place, si vous voulez, agrandir cette place. Lui, il aurait été comme ça, si vous voulez, à peu près, plusieurs mètres. On ne sait pas exactement, mais plusieurs mètres. Il va le reculer vers le nord, là-bas. Il l'accepte. Il recule, mais attention, les fondations, il faut revoir un peu les fondations, évidemment. Il ne suffit pas de reculer comme ça, quoi. Si bien que le nouveau devis, avec ce recul, pour Bringol, est fixé à 203 000 francs. Il était parti de 100 000, 150 000, 203 000, vous voyez. Ça, mais c'est habituel. 203 000 francs, bon, très bien, adjudication. L'adjudication se réalise début juillet de 1836, et ce sont des entrepreneurs de Paris, en effet, Juin, bon, par exemple, et Hamelin, qui sont les adjudicataires avec un rabais, c'est au plus fort rabais, l'adjudication là, de 10,6%. Donc la ville devrait payer 180 000, si vous voulez, quoi, globalement. Voilà, donc l'adjudication est faite. Attention, c'est un hôtel de ville clé en main. Tout doit être fait, les peintures, les miroirs, tout ce que vous voulez, véritablement, ils n'ont plus qu'à rentrer dans l'hôtel de ville. L'architecte s'occupe de tout, les rideaux, tout ce que vous voudrez, véritablement. Et ça doit être fait dans les 2 ans. Normalement, ça doit être rendu clé en main juillet 1838. Voilà donc pour ces éléments. Eh bien, cet hôtel de ville, donc, je vous le montre un tout petit peu. C'est ce plan de Bringol, c'est celui qui est actuellement. Je vous l'ai montré globalement de face. Voilà la coupe verticale, l'escalier, vous voyez les colonnades, l'escalier vert en 2 pans, et ce palier central, qui est la réalité, arrivant sur la salle des fêtes, là-bas. Je vous montre quand même un terme que l'on va utiliser. Vous voyez qu'apparaît ici quand même les combles et ici un ensemble de la charpente qu'on appelle donc une ferme. Ce triangle, c'est une ferme.
Et il y en a 7 tout au long. Là, il en faisait 5. On lui a dit d'en faire 7 globalement. Voilà, les entresols, ici, on ne le voit pas. Hein, ces entresols, il faut savoir, dans l'hôtel de ville, prendre le bon escalier pour y arriver, globalement. Voilà, autrement, la coupe verticale. Hein. Je vous montre un petit peu, il y a les plans. Je ne sais pas si vous voyez bien, ça va? Bon, simplement pour vous dire quelle est la situation. Voilà, ici, c'est le prétoire. Donc, il a fait son prétoire. Enfin, je vous gêne peut-être. Hein. Bon, vous avez ici le cabinet du maire, là du secrétaire, là du concierge, hein, la loge du concierge, et il monte les escaliers, et c'est toujours une réalité, hein, vous pouvez y aller, enfin, quand il y avait le concierge, on le voyait mieux, quoi, pour aller à l'entresol, où est son appartement. Hein. Voilà, vous voyez, il y avait un état... on lui reprochait ça, trop de bureaux. Un bureau d'état civil, est-ce qu'on a besoin d'un bureau d'état civil, à ce moment-là, à Lens, pour les conseillers, il n'y avait pas besoin. Là, le bureau militaire. Là, c'est un bureau de délibération. Vous voyez, donc, c'est respecté avec ces colonnes, cet escalier central, double. Hein. Bon, voilà, pour cet élément. L'entresol, hein, qu'on ne voit pas bien. Bon, vous voyez, les archives, à ce niveau-ci, il y a 2 salles. Bon, salle de commission, autrement. Bon, passons, hein, c'est un petit peu pour vous montrer. Premier étage, donc la salle des fêtes, à ce niveau-ci. Là, c'est le buffet. Là, c'est la salle de jeu. Hein. Vous voyez, on ne s'ennuie pas. Hein. Bon. Là, vous avez, bon, particulier, ça, c'est le vestiaire dame, si je m'abuse, le vestiaire homme et l'office, là-bas. Voilà. Vous voyez, c'est pour les réceptions, quoi, tout simplement, la salle des fêtes, là-bas. Là, c'est une salle de conférence, c'est-à-dire, en fait, la salle du conseil municipal. Et quand ils se réunissent, c'est là-bas, au premier étage, prévu à ce moment-là. Voilà, donc, je vais vous montrer tout cela. C'est mon dernier point. Ouais, j'ai peut-être été un peu long, excusez-moi. Sur les travaux, c'est pas ça que je vais trop démontrer, c'est surtout le litige extrêmement long, véritablement très difficile, je dirais dramatique, hein, véritablement. Alors, travaux et litiges, en effet. Alors, les travaux, sommairement, eh bien, tout de suite, ça se réalise. Hein, donc, dans l'été de 1936, c'est la destruction du Palais Royal. D'abord, hein, il n'est pas encore détruit. On a fait la place autour, mais on attend quand même de savoir ce qu'on va mettre à la place avant de le détruire. Hein, voilà. Donc, destruction du Palais Royal, on récupère des pierres. Hein. Les entrepreneurs récupèrent pour 7 500 francs de pierres, qui est déduit de leur devis, hein, de leur adjudication. Bon. Donc, voilà pour cet élément. Et puis, on commence à construire. Et notre commission, elle suit. Et il y a son registre, hein, de délibération, de réunion, et ils suivent et, attentivement, et tout de suite ils font des constatations, des remarques en cours de route. Quand les fondations sont faites, c'est lié, mais ils disent à l'architecte que le ciment n'est pas celui qu'on a réclamé dans l'adjudication, hein, dans le cahier des charges. On voulait un ciment hydraulique, c'est-à-dire imperméable, si vous voulez, quoi. C'est pas le même, c'est pas du bon, c'est pas un bon mortier. Oui, ils font attention au mortier, ce qu'il faut souvent faire avec les maçons. Hein. Bon, voilà un premier élément. Deuxième donnée, dans ce qu'on a rencontré, là, on a fait, fait glisser, en somme, l'hôtel de ville vers le nord. Nouvelle fondation, mais on a des problèmes, mais c'est normal à Lens, hein, d'excavation, etc. Il faut combler, ça a coûté un peu d'argent. Bon, je reviens peut-être, je m'excuse de revenir toujours un peu en arrière, mais enfin, il vaut mieux que je vous montre. Le recul lui-même, voilà, pardon. Le recul, évidemment, se fait, mais il se fait aux dépens de quelque chose. Dans ce coin-ci, on est obligé d'acheter un bout de terrain du propriétaire qui se trouve là, un certain Pilon, qui est cafetier dans la rue David, puis qui a toute sa maison entre la rue David qui se trouve là, hein, et puis la ruelle de l'Arc, en somme. Il faut lui acheter, et puis il faut refaire le pignon quand on ne sait pas le tour. Hein. Il faut lui faire des escaliers, vous voyez, des escaliers, tout ça, ça coûte. C'est un surplus, en somme. Voilà. Donc, voilà des éléments, des surplus, des problèmes de fondation, tout cela. C'est une somme d'à peu près 24 000 francs supplémentaires, si vous voulez, tout de suite par rapport à l'adjudication. Voilà, ils font attention à tout ça, ils font même attention à la pente pour aller vers le cellier. Hein, sur le côté, à gauche, on va vers le cellier. Avant, il y avait la police qui était en bas dans un cellier, la police municipale, et quand on descend, ils font attention, il y a les canons de la garde nationale qu'il faut descendre, il ne faut pas que ce soit trop rapide. On critique tout cela. Et puis on critique également, c'est l'année suivante, au mois de juin-juillet 1937, il y a retard des travaux. Et vous n'êtes pas en train de suivre le plan.
Retard de travaux, et c'est intéressant parce que Bringol, l'architecte, répond. Et il s'excuse, il trouve des excuses, plus exactement. D'abord, il y a eu le mauvais temps. On lui dit, c'est pas une excuse, parce que de toute façon, quand on prévoit les travaux, dans le nord de la France, il y a quand même du mauvais temps. Hein. Bon. Deuxième donnée, le mauvais temps, mais c'est le charroi aussi. On a manqué de voitures. N'oublions pas que nous sommes toujours dans les pentes, comme au Moyen-Âge, jusqu'en 1848-60, hein, dans cette construction. Et on fait venir des pierres de Colligy, de Presles. Il faut des voitures, en effet, hein, et véritablement pour arriver à amener ces pierres en haut. Ça, c'est un gros problème du moment. Donc, on n'a pas toujours trouvé les voituriers parce qu'ils font la fenaison, etc. Donc, ça retarde, si vous voulez. Et il dit, mais nous en sommes au premier étage. Ils sont en train de construire le premier étage, et il y a là 13 hommes qui travaillent, maçons, appareilleurs, on va dire 13 maçons d'une façon générale. Intéressant parce qu'on voit comme ça, ça rappelle le nombre de personnes qui travaillent sur le chantier à ce moment-là, en effet, dans la construction. Bon, ça se construit, pas trop de problèmes quand même, il y a un retard, la mairie accepte plus ou moins de prolonger les délais. Bon, et puis elle menace, hein, bien entendu, à plusieurs fois de dire attention, pénalité, parce que les pénalités sont prévues, hein, bien sûr, mais finalement, en décembre 1938, c'est terminé. Bon, ça aura 6 mois de retard, quoi, globalement. Et première réception des travaux par un certain Gosset, que j'ai rencontré. C'est architecte de Reims qui a concouru. Hein, et ce Gosset est choisi par le préfet pour faire la réception des travaux. Et Gosset, eh bien, fait son rapport, hein, son premier rapport sur ces travaux, justement, tout de suite, janvier, 4, 5, 6 janvier 1839. Sans m'étendre, vous trouverez plus à l'occasion dans l'article, bien sûr, contrefaçon. Les mortiers, tiens, lui aussi constate que les mortiers ne sont pas les mêmes que ceux prévus. Deuxième petit élément, mais combien important, l'affaissement au centre du plancher de la salle des fêtes. Tiens, quand même aussi. Hein. La charpente, tout est là. Et moi, quand je pensais avant, et quand j'ai commencé d'étudier ça, je pensais que c'était les sous-sols, comme à Lan, hein, comme le plateau. Les problèmes qui vont suivre viennent de là. Il a fallu que je m'y penche. Hein. Je n'étais pas charpentier, hein, du tout. Mais il a fallu le devenir. Qu'est-ce que vous voulez, hein. Alors, ce qu'il dit, en 2 lignes, les fermes. Alors, les fermes, voilà, normalement, c'est ça, théoriquement. Voilà, le triangle, hein, le triangle. Voilà. Les fermes sont de 2 pièces. Voilà, c'est un plan qui est dedans, dans les archives, qui est attribué à Bringol par les entrepreneurs. Les 2 entrepreneurs, ils sous-traitent avec des petits entrepreneurs lannois. Hein, je ne vous l'ai pas dit, il y a plusieurs petits entrepreneurs, dont le charpentier. Franchement, bon, c'est pas la gloire, là. Enfin, bon, alors ce qu'il dit, vous voyez, alors ça, c'est l'entrée. Normalement, à la base d'une ferme, vous allez avoir une grande poutre, en somme, qui est ce qu'on appelle l'entrée de la ferme. Essentiel. Hein. Et comme vous le constatez là, l'entrée est de 2 pièces. Vous voyez, entrée de 2 pièces à 2 niveaux différents. Là, c'est le mur de refend, le mur de soutien central. Hein. Les autres murs, c'est le niveau 6. Là, vous êtes au-dessus de la salle des fêtes, et là, au-dessus de la cage d'escalier. Hein. Donc là, c'est au nord, là, c'est au sud, mais c'est surtout salle des fêtes. Vous voyez, ce n'est pas du même niveau. Le plafond de la salle des fêtes est plus haut que celui de la cage d'escalier. Dénivellement de 60 cm. Hein. Vous allez le voir, je vais vous montrer. Ces effets, voilà, d'avoir 2 fermes à niveaux différents, ces effets se font déjà sentir. Un écartement a eu lieu à la réception des travaux. Hein. Le comble c'est le grenier, hein, en prenant son assiette, devait l'occasionner. En s'appuyant, nous conseillons de rattacher les 2 parties, voilà ce qui est construit, en somme, nous conseillons de rattacher les 2 parties, formant entrée de ferme, formant ça, quoi, hein, par un tirant de fer d'1,50 m fixé avec talon et boulon à la pièce inférieure. Voilà. Vous voyez, un tirant de fer bien fixé au mur de soutien, si vous voulez, ici, hein, avec fer. Je vais vous montrer. Et puis, il dénonce aussi les gouttières. Les chéneaux ne sont pas convenablement encastrés dans la pierre.
Voilà plusieurs constatations immédiates. Je vous ai montré, bon, ça, alors simplement, pour vous donner une explication quand même importante, dedans, donc vous avez le toit en coupe, hein, ça donc une ferme triangulaire, la partie haute ici, pas de problème, alors vous voyez, ces deux poutres en somme obliques soutiennent le toit, ce sont les arbalétriers. Bien, soutiennent le toit, pas de problème, mais pour soutenir et tenir ces arbalétriers, vous avez ici une poutre centrale, à ce niveau, qui est l'entrée retroussée ou faux entrée. Et il est tenu par un poinçon, une pièce verticale, ici, avec, pour le bien soutenir, deux contrefiches, ici. C'est classique, c'est bien. Mais voilà, à la base, je vous l'ai dit, il n'y a pas une poutre tout en long. Elle est divisée en deux niveaux différents. Ça ne va pas. En effet, est-ce qu'on peut se fier pour que ça tienne à ce faux entrée? Non. Le faux entrée, ici, a pour fonction de tenir le toit, si vous voulez, la pression du toit. Il fait ce qu'on appellerait une contre-pression, si vous voulez, globalement. Menace, bien sûr, d'affaissement. À ce niveau-ci, il est là pour le tenir, éviter cet affaissement. L'entrée est indispensable, lui, pour tenir les deux arbalétriers. S'il n'est pas là, ça s'écarte. C'est ce qui est en train de se passer. Pour des entrepreneurs, pour des charpentiers lannois qui doivent faire ça, il y a vraiment gros problème. Il y a faute, tout de suite, si vous voulez. Bon, les entrepreneurs ne veulent pas savoir, ne tiennent pas compte du tout de ce rapport, de cette réception. Ils considèrent que Gosset est jaloux. Hein, c'est pas lui qui a été choisi puisqu'il concourait, pas lui qui était... Donc il se venge, c'est tout. Donc, il ne bouge pas. Hein, il ne bouge pas, voilà un premier élément. Le temps passe. Nous étions en janvier 1939. En 1941, hein, déjà, ce sont des étapes intermédiaires. On va être dans un moment, pendant 3 ans, de tentative de conciliation, si vous voulez. Le conseil municipal veut essayer de s'arranger dans tout ça. Et donc, Gannot, qui était conseiller, qui est promu maire par intérim, globalement, en 1941, fait une erreur. En conseil municipal, février 1941, il fait accepter par le conseil municipal une liste de travaux à faire par les entrepreneurs pour rendre l'hôtel de ville acceptable, si vous voulez, de restauration, ça. Bon, une liste minimum, globalement, et puis sur la charpente, il dit simplement, il faut mettre des tirants, point, globalement. Très minimum, presque rien. Et c'est le conseil qui dit ce qu'il faut faire. C'est une faute, qui laisse aux spécialistes le soin de dresser, bien entendu. Bah, donc, il fait faute, puis on ne dit pas assez, de toute façon, en plus. Bon, il fait une erreur, en passant, vous allez voir. Bon, l'année suivante, en 42, début 42, le maire d'après, dans cette valse, Eugène Delay, fait une nouvelle, disons, une constatation, hein, un constat, tout simplement, par son architecte du moment, l'architecte voyer du moment, un certain Duval, qui dit ceci, comme un petit morceau, hein, le plancher supérieur au-dessus de la salle des fêtes. Alors, oui, quand ils disent plancher, c'est des fois plancher, des fois plafond. Hein. Alors ça, il faut s'y retrouver. Hein. Bon, enfin, au-dessus de la salle des fêtes, présente dans le grenier une surface concave très prononcée. Il est évident que les poutres ont fléchi. Le sommet, oui, ça doit être ça, non? De l'extérieur, voilà, je passe. De l'extérieur, la toiture se montre ondulée et le faîtage est arqué. La cause est le système de plancher qui ne résiste pas à l'écartement et à la poussée des fermes. Vous voyez, très net, et le toit est arqué. Hein, voilà où on en est, hein, globalement. Nouvelle réception de travaux par Gosset, hein, officielle, si vous voulez celle-là, en août 1942, donc ça fait 3 ans et demi que ça dure, hein, globalement, ou 3 ans, si vous voulez. Il constate qu'il faut refaire les chéneaux, les gouttières, hein, de mauvaise confection et de pente insuffisante, qui entraînent des dégâts des eaux sur les murs et les plafonds intérieurs. Il faut étayer les murs en attendant la restauration de la charpente, dont le plan, donc étayer, ils vont vivre avec des étais pendant plusieurs années sur un bâtiment tout neuf. Hein. Vous voyez que donc, il faut faire attention aux charpentes. Hein. Il faut étayer les murs, etc., dont le plan, la charpente, dont le plan n'a pas été suivi par les entrepreneurs par souci d'économie.
Ils ont présenté un plan tout à l'heure où il n'y avait pas de tirant, mais l'architecte avait dit de mettre des tirants, lui. Pour gagner sur le fer, qui est cher, si vous voulez, ben, on économise, mais ça ne tiendra pas, tout simplement. Hein. Voilà, c'est de l'inconscience tout en étant, bon, disons, du vol, si vous voulez. Enfin, bon, passons. Hein. Alors, il dit ceci, le comble a perdu son équilibre, il pousse cette façade par l'écartement de sa base, il écrase le plancher qui le porte. Sur ce plancher insuffisant, dont les poutres sont moins fortes qu'elles ne devraient l'être, été modifié peut-être par l'architecte lui-même, mais ça, je n'ai pas réussi à savoir exactement. Mais s'il avait réduit l'épaisseur que vous avez là, vous voyez, c'est trop petit, là, c'est trop épais, trop peu épais, hein, eh bien, c'était qu'il mettait du fer ailleurs, si vous voulez, pour tenir. Alors, si on ne met que les poutres, mais pas assez épaisses, et qu'on ne met pas les tirants de fer, ça va pas aller. Donc, il le constate, hein, vous voyez. Et il n'accuse pas du tout, vous voyez, là-dedans, l'architecte, son concurrent du concours, hein, il n'accuse pas Bringot, il accuse les entrepreneurs, très nettement. Hein. Là-dessus, on a mis un carrelage, qui existe toujours, d'ailleurs, un carrelage avec de la terre en dessous, rendez-le compte, le poids, quoi, en somme, sur tout ça, d'où, dans le centre du bâtiment, a fléchi de 26 cm sur une largeur de 8 mètres. Il est urgent, si on peut dire, d'y porter remède. Oui. Bon, sans vous étendre de trop, hein, globalement. Mais il dit, il faudrait refaire le comble, il faudrait refaire la charpente. Mais je ne peux pas faire ça, alors je vous propose de transformer les fermes. Hein, voilà. Voilà, si je vous l'avais une photographie que j'ai prise là, vous voyez, là, ce sont les poutres, en somme, qui vont au-dessus de la salle des fêtes. Hein, et là, les poutres au-dessus de l'escalier. Et vous voyez le dénivelé, ici, de 60 cm. Et donc, ce qu'il faut mettre qui a été mis après, des tirants de fer pour joindre les deux, tenir les deux poutres, bien entendu. Hein. Voilà, vous voyez, donc là, c'est dans la réalité, on ne voit pas tout, hein, j'ai essayé, mais beaucoup de choses sont masquées par des fausses cloisons, si vous voulez, pour faire les archives, puisqu'ils ont mis les archives là, donc il y a des cloisons, et donc je ne vois plus beaucoup de choses. Hein. Mais il y a quand même cet élément que je vous montre, hein, ici, vous voyez, ça c'est le fer, hein, normalement, qui doit apparaître, qui doit relier les poutres. Alors il propose, ma foi, cette transformation des fermes, globalement, donc il y a une partie qui est, vous voyez un petit peu les changements, il y a des lettres, etc. Vous voyez ce qu'il me propose de mettre, hein, je ne vais pas, si celui qui est curieux, ça sera dans l'article, il n'y a pas de problème, mais enfin, vous voyez, s'appuyer sur le mur de Refend ici, pour mettre ici ce qu'on appelle des jambes de force, qui s'appuient sur un morceau de bois à l'horizontale, on appelle une semelle, voilà. Et de l'autre côté, la même chose pour qu'on aille du mur de Refend aux arbalétriers. Bien les tenir, si vous voulez. Hein. Bon, voilà, vous voyez encore un autre à cet endroit-là, vous voyez qu'on en met des choses. Hein. Ça va se renforcer. Et ça, c'est une tige de fer, un tirant de fer. Voilà, au-dessus, vous voyez, le doublé pour lier ici le mur de Refend à l'arbalétrier. Là, on va en mettre un vertical au-dessus. Hein. Deuxième, pour éviter de refaire les combles, on rajoute. Bon... Dans tout ça, ils proposent, mais évidemment, les entrepreneurs, ils ne sont pas d'accord, toujours pas d'accord, 42, ils n'ont rien fait. Hein. Des fois, ils viennent regarder, mais ils disent non. Ils disent non, il nous faut un expert à nous, un architecte à nous, quoi. On va nommer un architecte pour qu'il vienne constater. C'est un certain Jules Rose de Paris, architecte à eux, quoi, globalement, qui nomme lui-même. Jules Rose va faire un projet, Jules Rose va faire un projet, mais il fait ce qu'il peut, il renforce aussi, quoi. Alors, il critique ce qu'a proposé Gosset, d'accord, on n'est jamais d'accord entre soi, mais c'est une chose. Vous voyez, ici, par exemple, bon, d'abord les poutres plus épaisses, hein, c'est autre chose. Elles vont être ici boulonnées, une demi-ferme à ce niveau-ci en plus, avec un poinçon ici, un nouveau poinçon, enfin vraiment... Vous voyez par vous-même, tout ce qui est en rose, hein, c'est très bien fait par Jules Rose, vraiment, c'est un doublement de la ferme, quoi, littéralement. Hein. On renforce de partout, ça montre bien que ça n'allait pas, qu'il fallait refaire, quoi, globalement. Donc que ce soit l'un ou l'autre architecte, peu importe, dedans. Donc, les tentatives de conciliation ne fonctionnent pas, globalement, les entrepreneurs sont têtus, ne veulent rien faire, eh bien, on va en justice, tout simplement. Et la municipalité va en justice administrative. C'est-à-dire il se pourvoit, si vous voulez, au conseil de préfecture, qui est l'ancêtre du tribunal administratif. C'est une possibilité juridique, hein, il n'y a pas de problème. Conseil de préfecture, bon, le conseil de préfecture envoie un nouvel expert, architecte de Paris, un certain Malpièce, qui constate la même chose, je ne le reprends pas,
constate les défauts. Bon, il critique les autres architectes, mais véritablement, il est entièrement d'accord que ça ne va pas du tout, qu'il faut transformer les choses. Donc tout le monde est d'accord, le conseil de préfecture ou autre, ma foi, juge mal, si vous voulez, les entrepreneurs, quoi, qui ont fait des défauts, qui ont fait un trafic, on pourrait dire. Eh bien, les entrepreneurs se pourvoient tout simplement au Conseil d'État. Alors, évidemment, quand on entre là-dedans, arrêt du Conseil d'État, 1800, en effet, 46. 3 ans après la venue de Malpièce. Ça, on sait très bien que ça dure. 1846, un Conseil d'État là, juge, bon, oui, il y a des défauts, mais il dit restauration des combles selon la décision du Conseil municipal de 1841. Comme quoi, il ne fallait rien dire. Voilà, il s'appuie sur la décision, vous vouliez ça. Bon, ben, on vous donne ça, quoi, globalement. Il ne fallait surtout pas proposer quoi que ce soit de restauration et laisser aux architectes le soin de faire, quoi, globalement. Bon, alors, ma foi, restauration partielle, certes, de bonnes choses, ils mettent les tirants de fer, quand même. Ah, voilà, ça, c'est bien. Ils refont d'autres choses, ils refont des gouttières, mais c'est un nouveau Paringot qui redevient maire par intérim 1847, là, avant, juste au début même de 1848. Et il constate, tout simplement, constatation de Paringot, nous sommes donc 47 exactement. Ce qui vient d'être fait par les entrepreneurs, là, de la fin de 46 à juin 47. Donc ils ont travaillé, il n'y a aucun problème, ils ont transformé, mis des choses, pour une fois, ça fait donc 8 ans après. Mais on constate une chose quand même, c'est qu'ils ont refait les chéneaux, oui, mais font déverser les eaux de pluie sur la place et non dans la citerne. Mais pour en arriver là, c'est de la mauvaise foi, il n'y a pas de problème, on ne peut rien dire d'autre. Ils ont refait le parquet du premier étage, mais avec des planches trop courtes. Pas grave, les meubles cacheront. Authentique, je dis. Bon, véritablement, bon, encore beaucoup de défauts, quoi, en somme. Bon, mineurs, ceci, c'est vrai. Alors, on va au conseil de préfecture. Quand même, la ville insiste, elle revient au conseil de préfecture, au tribunal administratif, qui juge cette fois-ci, selon les architectes, qui ont constaté cette restauration, puis qui ont dit, ça va, c'est pas trop mal, finalement, c'est bon, ça satisfait. Le conseil de préfecture s'appuie sur le rapport des architectes, qui sont Van Klemputer, qui a essayé de reconstruire, d'aménager, ou de restaurer, si on peut dire, la cathédrale, qui s'est plantée, comme on dit maintenant, complètement. Mais bon, c'est le rapport, était bon. Les réparations sont bonnes. Bon, c'est bon. C'est tout. Conseil de préfecture approuve les architectes, selon leur rapport, et au contraire, même dit à la ville, maintenant, il faut régler tout ça avec les entrepreneurs. La ville n'entend pas de cette oreille, et c'est elle qui va maintenant au Conseil d'État. 1851, deuxième arrêt du Conseil d'État. Le Conseil d'État se rend compte qu'il faut refaire les combles entièrement. Là, il décide. Alors, refaire les combles, on est avec le maire là, qui va stabiliser, Charpentier de Beauvillé, qui en effet, en 1852, quand il a la décision du Conseil d'État, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je refais les combles? Non, et Gosset lui-même l'avait dit, non, on ne peut pas, quoi. Rendez compte, l'immeuble va être... Comment ça va être refait, en plus? Pendant combien de temps inutilisable, etc. Tant et si bien qu'il transige avec les entrepreneurs, en constatant que les travaux de restauration de 1847 vont porter leurs fruits quand même, que les tyrans, là maintenant, ont stabilisé les murs. Bon, enfin, les murs, les planchers stabilisés, c'est déjà bien. Quelques petites choses à faire, qu'en plus, il y a des peintures ou autre chose, on va revoir. Les chéneaux, quand même, les remettre aller vers la citerne. Enfin, c'est des petits travaux, on peut dire. Eh bien, les travaux sont quand même, les entrepreneurs, quand même, suivent cette fois-ci, dans la conciliation ici, la ville. Et, en juillet 1854, le maire, donc, de Beauvillé, peut faire la constatation que les réparations sont terminées. Il prend acte que l'hôtel de ville peut durer. Et le pire, après tout ça, c'est qu'il a duré. Ce que je me demande.
Alors, je ne fais pas faire d'autres conclusions. Il a duré. C'est déjà vraiment étonnant. La faute, incontestablement, je l'ai dit en cours de route, donc je ne vais pas m'étendre davantage et vous retenir, les entrepreneurs de mauvaise foi, incontestablement. Bon, les torts peuvent être partagés, la ville à tout prix veut que les combles soient accessibles, donc évidemment quand on a 2 niveaux, c'est pas facile, l'entrée doit être divisée en 2, mais c'est aux charpentiers à résoudre, aux entrepreneurs à résoudre le problème, et pas ne pas tirer sur le fer pour quelques sous, puis finalement on arrivait à 1836, 1854, 18 ans de travaux, procédure, littéralement. Voilà donc la construction, une construction sous tension, j'espère l'avoir montré, difficile, et des élus qui ont eu une tâche, rien que pour celle-là, parce qu'il n'y a pas que ça à faire dans la ville. Attention, c'est un des éléments, et c'est tout. Voilà, des élus qui méritent un petit peu plus de chapeau, même s'ils ne sont pas géniaux, même s'ils ils ne sont pas forcément des grands artistes ou autre. Mais je vous ferai remarquer, c'était une remarque que quelqu'un nous faisait une fois, ici d'ailleurs, dans cette salle, que cet hôtel de ville n'était pas très beau. Mais en fait, ce n'était pas l'hôtel de ville qui était choisi par la ville, je vous ferai remarquer. Ce n'est pas les responsables, c'est Paris qui leur a imposé, parce que tout simplement, c'est le... Mais là, c'est un sous-entendu, un clan parisien, véritablement, derrière. C'est l'architecte parisien qui est soutenu par le potentat de l'architecture locale. Mais le petit Paulet, là, de l'an, on n'en veut pas de trop, quoi. Il y a un peu de ça derrière, peut-être. Mais ça, j'en sais rien. Voilà, donc, un jour, si quelqu'un veut faire une thèse là-dessus, il y a de quoi, les archives sont énormes. Mais moi, je n'ai pas fait la thèse là-dessus, parce que c'est difficile. Et pour s'y retrouver, il y a plein de points d'interrogation, véritablement. Peut-être que l'architecte a fait une petite bêtise aussi, je ne sais pas, en acceptant au cours des travaux quelques transformations de la charpente. C'est très possible, mais on ne peut pas le savoir. J'ai fouillé, refouillé, mais je ne peux pas le savoir. Voilà. Bon, je vous remercie de votre attention. Ah oui. Voilà, vous en avez pris assez, maintenant je prends ma retraite, définitive. Voilà. C'est terminé. Ça a été très dur à faire, je veux dire que c'est vraiment... Il a fallu que je me fasse charpentier, que je demande à un architecte, que je demande à un spécialiste du bâtiment pour comprendre. Et puis même, véritablement. Et c'est lacunaire, on n'a pas de bonne précision à chaque fois, alors c'est délicat. Bon, enfin vraiment, voilà. Et j'espère que ça a été clair quand même, pour tout ça. Ça a été occupé tout de suite? Ah oui, dès 1939, c'est occupé. Il y a les étés pendant qu'ils occupent, il y a les fuites d'eau pendant qu'ils occupent. Ah oui, parce que pendant les travaux, ils ont loué un bâtiment dans la rue Serrurier, juste en face, qui appartient au département. Ils l'ont loué, mais ils l'ont même acheté d'ailleurs. Pardon, Où est-ce qu'elle est la cuve d'eau? La cuve n'est pas sur mes plans, mais elle est actuellement, je ne sais pas si vous connaissez la mairie, derrière vous avez un espace où le maire met sa voiture, avant la c'est là. Alors je ne sais pas, j'ai pas été voir s'il était toujours là, s'ils ont comblé ou quoi, parce qu'il n'y a plus de siège quand même maintenant, on n'est plus place forte, mais c'est à cet emplacement-là. Puis après vous avez la ruelle du Jardin de l'Arc, voilà. D'accord, voilà. Et une très grande citerne. Alors il la voulait à l'intérieur pour être tranquille, si vous voulez, globalement. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions, ça va? J'étais assez clair et tout. De toute façon, vous avez un article de 25 pages, ma foi, à vous de voir. Merci.